Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Liho, liho, je viens de vous dire bonjour en taïwanais. Ici Sasa pour vous présenter le tout dernier épisode de la série sur la diversité linguistique avant de passer à une autre série dans le cadre de cette émission. C'est un nouvel épisode bonus car décidément je n'arrive pas à terminer cette série sur les langues tellement elle est passionnante. Il y a quelque temps, j'avais interviewé en plusieurs parties le didacticien et anthropologue Yohan Goudin, docteur en sciences du langage, rattaché à l'université Grenoble-Alpes et hébergé actuellement à l'université nationale de Kaohsiung. Il nous avait parlé d'une part de la formation du mandarin et d'autre part du taïwanais sur le plan linguistique et aussi politique. Il avait mentionné à l'époque la méthode d'apprentissage Silent Way et m'avait proposé de participer à un stage intensif de taïwanais pour tester cette méthode. L'occasion s'est présentée le week-end dernier et j'ai participé à ce stage aux côtés d'autres participants, notamment deux collègues de RTI, Lisa et Floriane, que vous connaissez bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan, du retour d'expérience sur ce stage. Mais d'abord, qu'est-ce que la méthode Silent Way ou méthode silencieuse ? C'est une méthode d'enseignement développée par Caleb Gattegno dans les années 1960 qui peut être appliquée à n'importe quelle langue. Cette méthode a ceci de particulier qu'elle n'est pas basée sur l'écrit, même pas sur une transcription phonétique. Elle se base sur l'idée que l'apprentissage d'une langue devrait se faire comme on apprend une langue maternelle dans l'enfance, c'est-à-dire par l'écoute et la participation active. Plus concrètement, en faisant entrer la mélodie dans l'oreille et en pratiquant ou en tâtonnant par soi-même, quitte à faire des fautes. Pour ce stage intensif, nous sommes allés camper dans la forêt à Yangmingshan, près de Taipei, pendant 2 jours et demi. Certains participants ont apprécié cet environnement, d'autres en revanche ont préféré quitter l'aventure avant la fin en raison des moustiques et autres insectes ainsi que de la pluie. Je dois aussi préciser que normalement un stage intensif en mode Silent Way devrait être plus long, mais nous n'avions pas assez de temps en raison de nos obligations professionnelles. D'autre part, Yohan Goudin a apporté un plus dans le cadre de ce stage. Il a également introduit les passerelles qui existent entre le mandarin et le taïwanais, car tous les participants avaient déjà une base en mandarin. Par ailleurs, à part Anne, tous les autres élèves, à savoir Lisa, Floriane, Alexandre et moi, avions déjà également une petite base en taïwanais. Au tout début du stage, Yohan nous a montré un tableau avec différentes formes qui font référence à l'ouverture de la bouche et avec différentes couleurs. Il n'y avait aucune lettre sur ce tableau. C'était à nous de découvrir les sons et les tons grâce aux grimaces et aux gestes de Yohan. Parce que oui, incroyable mais vrai, le professeur était muet pendant les cours. Ce n'est pas pour rien que cette méthode s'appelle la méthode silencieuse. Silencieuse pour le professeur. Les élèves, eux, sont plutôt bruyants et produisent parfois des sons assez bizarres. J'ai demandé aux survivants de ce stage si ce n'était pas trop déroutant au début. On écoute l'avis de Floriane, Lisa et Alexandre. Oui, le prof a été donc muet pendant la première demi-journée, puis le lendemain toute la matinée aussi, je crois. Il a vraiment pas dit grand-chose, après un tout petit peu, mais vraiment presque rien jusqu'au bout en fait, ou très très peu. Il s'est basé sur ce qu'on connaissait déjà, le tout petit bout de taïwanais et puis le mandarin. Et puis avec des gestes, c'est forcément déroutant au début parce qu'on est habitué à apprendre les langues à travers l'écriture. Mais en fait, je pense que de les apprendre avec ce tableau en couleur, donc avec quelques petits symboles, mais qui sont une petite vague ou bien 2 points ou des choses comme ça, ça permet de prononcer et d'entendre les sons sans passer par la partie graphique. Et donc de les avoir déjà dans l'oreille et dans la bouche, parce que sinon on est très vite influencé par les autres prononciations qu'on connaît, des lettres auxquelles on est habitué, que ce soit le français ou le mandarin ou d'autres langues, enfin le pinyin donc dans ce cas. Et est-ce que ça te donne envie d'utiliser cette méthode Silent Way avec le tableau pour apprendre les différents sons pour d'autres langues ? Oui, alors justement, hier soir, on s'est amusé un petit peu avec ce tableau, avec une langue que je connais aussi. Et je me suis rendu compte que le fait de connaître la graphie des mots influençait la manière dont j'allais désigner les sons
Parce que je sais que par exemple, quelque chose qui s'écrit A, avec la lettre A, j'allais le faire prononcer A, mais en fait il se prononce E à certains moments. Et donc la graphie nous induit en erreur. Parce que en français, ça arrive aussi souvent qu'une même lettre ait plusieurs prononciations selon ce qu'il y a devant, derrière. Les mêmes lettres peuvent avoir des différentes prononciations ou bien des lettres différentes, la même prononciation. Donc l'écriture n'aide pas forcément à prononcer ou au contraire, elle induit souvent en erreur. Alors c'est vrai que le premier cours, c'était vraiment très déroutant parce que c'était que des formes, le professeur ne parlait pas et c'est vrai que par réflexe, j'aurais aimé entendre voilà, ça comment ça se prononce, ça comment ça se prononce. Mais non, c'était vraiment une méthode très différente. Mais bon, au final, petit à petit, en fait, ça a fonctionné quand même. Forcément, c'est un peu déroutant, mais je pense que assez vite, en fait, en tout cas, s'il y a un groupe suffisamment dynamique dans la classe, ça permet de donner beaucoup de place aux élèves et aux questions des différents élèves. En fait, dès qu'il y a des pauses, on voit rapidement, en général, au bout du 2e jour de stage, en fait, dès qu'il y a une pause, il y a les élèves qui viennent au tableau, qui se mettent à se poser des questions entre eux, à émettre des hypothèses et à construire les règles un peu par eux-mêmes. Parce qu'effectivement, on n'a pas la règle c'est ça se passe comme ça. C'est à nous de chacun comprendre et construire un peu avec nos propres exemples aussi. Donc ça permet de mieux retenir aussi. Ça m'a apporté une bonne conscience de la phonologie du taïwanais. Et effectivement, tu parlais de quand on passait du mandarin au taïwanais, donc de comment transposer du vocabulaire, des connaissances en mandarin vers le taïwanais. Donc, ayant un petit niveau de mandarin, ça me permet d'avoir un niveau plus rapide en taïwanais. Et aussi, en arrivant à Taïwan, entre les différents systèmes de transcription, les différents cours parfois que j'ai pu suivre de taïwanais, je peux voir aussi au-delà de la théorie entre guillemets officielle et qui correspond en fait pas toujours exactement à ce qui est réalisé et d'avoir un peu conscience de tout ça. Anne, toutefois, qui arrivait en retard au stage, a eu un peu de mal à suivre en raison de ce retard. Pour elle, s'il y avait quelque chose à améliorer, elle aurait préféré que le temps d'auto-questionnement soit un peu plus court au début pour lever le voile plus vite. C'est l'équilibre entre la découverte des sons par soi-même et l'efficacité qui mériterait d'être réfléchie d'après elle. Mais c'est vrai qu'en même temps, ce n'est pas forcément l'efficacité qui est recherchée par cette méthode, mais le fait d'imprégner vraiment les participants par le fait que cette découverte de la langue a été faite par eux-mêmes. Mais cela n'a toutefois pas empêché Anne d'apprécier cette méthode qui lui a permis de découvrir la phonologie du taïwanais, une langue qu'elle trouve très musicale. Quant aux tons, nous avons découvert par nous-mêmes comment on les prononçait grâce au geste de Johan, le ton plat en haut, en bas, le ton descendant depuis en haut, celui qui descend depuis en bas, le ton bref aigu ou grave, le coup de glotte, etc. Grâce à l'apprentissage des chiffres, Johan a aussi introduit les changements de ton. Oui, parce qu'il y a davantage de tons en taïwanais qu'en mandarin, mais il y a une deuxième difficulté, selon où le mot est placé dans la phrase, le ton change en taïwanais. Cette difficulté fait que de nombreuses personnes abandonnent l'apprentissage du taïwanais lorsqu'elles commencent à aborder ces changements de ton qui paraissent quelque chose d'insurmontable. Grâce à ce stage, les participants ont pu se rendre compte par eux-mêmes du système qui sous-tend ces changements de ton, même si, bien sûr, entre comprendre et maîtriser, il y a un écart qu'il faut combler par la pratique. Johan nous a aussi fait prendre conscience que parmi les passerelles entre le mandarin et le taïwanais, il y a une manière de deviner le ton d'un mot en taïwanais grâce à son ton en mandarin. Il y a quelques règles pour cela. Toutefois, en taïwanais, contrairement au mandarin, la plupart des mots ont deux prononciations. Une plus ancienne, qui est en général assez éloignée du mandarin, et une un peu plus récente, qui est plus proche du mandarin et pour laquelle il est plus facile de s'appuyer sur les passerelles entre les deux langues. Floriane, Lisa et Alexandre reviennent sur ce qu'ils ont pensé de l'apprentissage des tons par la méthode Silent Way. J'ai l'impression qu'au niveau des tons, on a fait le tour des règles principales en fait. J'imagine qu'il y a plein d'autres trucs après, mais qu'avec ce qu'on a là, il y a déjà une base qui semble assez complète en fait. Ou j'ai l'impression, il faudra encore voir en pratique,
mais j'ai l'impression d'avoir une idée à peu près claire de comment réussir à transférer en taïwanais les tons du mandarin, et puis comment est-ce que, à l'intérieur du taïwanais, les tons peuvent se modifier. Alors pour l'instant, ça demande encore de faire une certaine gymnastique mentale, mais en apprenant quelques mots qui servent de base de repère, en fait, après il suffit d'appliquer le même schéma de ton pour tous les autres mots qui ont la même base, disons, pour voir comment ils fonctionnent. Et donc, je pense que ça sera beaucoup plus facile. Et pour les entendre aussi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair maintenant qu'avant, parce qu'avant, me demander quels sont les différents tons possibles, c'était pas clair du tout. Et avec les gestes, en faisant les mouvements de la main du haut vers le bas, du bas vers le haut, le poing fermé ou bien la main qui glisse comme ça pour montrer un mouvement, c'est beaucoup plus clair que juste à l'oreille, en fait, quand il y a le geste qui accompagne. Je trouve que c'était vraiment très bien pour les tons, le fait de partir, d'avoir celui qui part d'en haut et qui va jusqu'en bas, et celui qui part d'un peu moins haut et qui va quand même pareil jusqu'en bas. Ça collait bien aussi avec ce que j'avais appris moi. Moi, j'avais appris avec des chiffres, mais par contre, quand j'avais appris les tons, j'avais bien noté qu'il y avait certains sons qui partaient plus haut et d'autres qui partaient plus graves. Et par rapport aux tons qui changent tout le temps, Alors et les règles qui sont derrière tout ça? Ça, c'est pas très au point pour moi encore. Honnêtement, il va falloir qu'on s'entraîne à la radio, peut-être, parce que j'ai pas encore bien compris le mécanisme pour savoir comment changer le ton et comment reconnaître les mots. Ça, je suis pas trop encore au point sur ça. Ces passerelles entre le mandarin et le taïwanais, c'est peut-être quelque chose en tout cas que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. Est-ce que toi, ça t'a intéressé? Ouais, vachement. Moi non plus, j'avais jamais vu ça dans d'autres cours, mais c'était bien utile et je le pratique depuis. Ça fait que quelques jours, mais j'ai essayé de pratiquer un petit peu avec les chauffeurs de taxi, avec plusieurs personnes autour de moi, et ça a marché. J'ai essayé de mettre des mots en chinois et de les faire passer un petit peu en taïwanais, et puis bon, souvent on m'a repris pour le ton, parce que c'était pas le bon ton, mais du coup, ça permet d'avancer. Ouais, ça permet d'avancer, énormément. On l'a mentionné juste avant, la question de transposer du vocabulaire en chinois en mandarin vers le taïwanais. Les tons, c'est ce qu'il y a de plus stable de l'un à l'autre, et donc ça m'a permis en fait des fois de réapprendre certains tons du mandarin, je pense, d'être plus vigilant au ton des mandarins, et en plus d'arriver à Taïwan en même temps. Effectivement, à l'oral, on se rend bien compte que c'est assez important, évidemment, les tons, plus que ce qu'on pense souvent en France. Et quand je veux dire quelque chose, je pense toujours à quel est le ton en mandarin, et ça me permet de tomber la plupart du temps juste en taïwanais, ou très souvent, sur le bon ton. Donc pour moi, c'est vraiment c'est presque les tons avant la prononciation. J'ai encore plus, pour l'instant, un peu plus de mal à trouver le bon phonème, quel phonème correspond à quel phonème, alors que les tons, maintenant, c'est vraiment ma base, presque. C'est un retournement, en fait, finalement. Ouais, complètement. C'est vraiment un retournement complet, ouais. Beaucoup de mots en taïwanais ont 2 prononciations, donc c'est pas forcément facile. Il y a peut-être une partie du taïwanais qui est assez loin du mandarin, quand même. Ouais, effectivement, il y a une partie qui est assez loin, et ce qu'il faut justement, c'est aussi essayer de repérer sur quelle prononciation on est. Est-ce qu'on est sur la prononciation wen ou bai, donc c'est une qui est effectivement souvent plus ancienne que l'autre, et donc plus éloignée du mandarin actuel. Mais en fait, ça devient aussi une habitude, c'est-à-dire qu'il y a certains sons en mandarin qui deviennent certains sons en taïwanais, et même si c'est éloigné, en fait, plus on a de vocabulaire, plus ça va vite, et plus on devine aussi facilement. Et des fois, je vois certains mots et je me dis, ah bah oui, là ça sonne bien par rapport à ce que c'est en mandarin, même si c'est la version un peu éloignée. Je me dis, oui, c'est logique que ça parte vers ça, qu'on rajoute plus de nasal, avec des sons plus nasalisés par exemple. Et puis après, sur les 2 prononciations, je me suis mis aussi un petit peu au japonais il n'y a pas longtemps, et on l'a vu un petit peu, il y a des connexions de vocabulaire avec le japonais, le coréen, donc plus on en fait, plus ça va vite.
Et pourquoi il y a des connexions entre le taïwanais et le coréen, japonais qui sont quand même des... Enfin, le Japon, c'est pas si loin que ça, mais c'est vrai que la Corée, quand même... Oui, c'est parce que c'est des pays qui ont tous à un moment emprunté, enfin plus qu'emprunté du coup, qui ont pris du vocabulaire aux Chinois et si on peut l'appeler chinois, je sais pas, mais et donc qui l'a moins peut-être modifié, alors que le mandarin a vraiment beaucoup bougé et donc a perdu certains sons se sont plus modifiés, se sont plus éloignés de ce que c'était. Et comme en taïwanais, coréen, japonais, ils ont moins bougé, il y a des connexions effectivement. C'est une spécificité des cours de Johan Goudin. Vers la fin, il est un peu sorti de son mutisme pour nous parler non seulement des passerelles qu'il y a entre le mandarin et le taïwanais, mais aussi entre le taïwanais, le japonais et le coréen. On découvre donc qu'en parlant taïwanais, on peut apprendre plus vite le japonais et le coréen. Le soir, en dehors des cours, Johan nous a présenté des tableaux Silent Way pour d'autres langues et nous avons aussi parlé de la manière dont le français s'est imposé ou a été imposé au fil de l'histoire, prenant le pas sur les autres langues parlées autrefois. Tout cela a permis d'élargir notre horizon et de prendre du recul, y compris sur notre propre langue maternelle. Et puis le soir, nous avons dû faire nos devoirs. Mais c'était bien la première fois qu'on nous donnait pour devoir de dormir 8 heures. Oui, vous avez bien entendu. Nos devoirs, c'était de dormir 8 heures, tout simplement. Car pendant le sommeil, la mémoire emmagasine et classifie ce qu'on a appris pendant la journée. Le sommeil fait aussi partie de notre apprentissage. Décidément, la méthode de Johan est très originale. En tout cas, ce stage n'est qu'une introduction. Il pourrait y avoir quelques améliorations, bien sûr, mais ce qu'ont souligné les participants, c'est surtout le manque de temps pour approfondir et consolider ce que nous avions appris. Mais c'est surtout parce que nous n'avions pas pu consacrer assez de temps à ce stage. La véritable réussite de cette méthode se mesure à notre envie de continuer à apprendre le taïwanais par nous-mêmes. Et pour cela, Johan Goudin nous a donné quelques conseils pour pratiquer avec les Taïwanais. Premièrement, communiquer, c'est-à-dire que si on ne sait pas comment on dit un mot en taïwanais, on peut parler en chinois. Le plus important, c'est de poursuivre les échanges, ou bien on peut demander comment ça se dit en taïwanais. Son deuxième conseil, c'est de ne pas trop demander pourquoi on dit comme ci ou comme ça, car souvent les gens ne savent pas répondre et ça bloque la conversation. En effet, si on parle en français et qu'on nous pose des questions sur la pratique du français, on ne sait souvent pas répondre, à moins d'avoir fait des études de français langue étrangère. L'essentiel, selon Johan, c'est d'écouter, d'observer les différentes pratiques, entre les générations par exemple, et de pratiquer. Alors, moment de vérité, les participants ont-ils envie de continuer à apprendre le taïwanais par eux-mêmes ? Et rendez-vous pour la suite, parce qu'il faut continuer, c'est ça aussi. Le fait de voir que au bout de... Avec Shembang, c'était le premier soir. Le deuxième, c'était après un jour et demi de cours. Enfin, on a eu une conversation en taïwanais, alors que j'avais franchement pas les outils 2 jours avant. Mais franchement pas. Et donc ça, c'est impressionnant aussi de voir la vitesse à laquelle on arrive à se débrouiller pour communiquer. Avec l'outil du chinois qui était déjà là quand même. Et un jour et demi de taïwanais... avec un prof muet. Non mais c'est ça aussi. C'est très intéressant, je trouve, la manière dont... C'est ce qu'il dit, il fait avec ce que nous on apporte. C'est nous qui amenons le charbon à brûler. Et puis il nous guide pour nous... C'est même pas qu'il guide en fait. C'est comme s'il était un peu derrière, à pousser dans la bonne direction, mais c'est nous qui avançons devant. Ça change agréablement de beaucoup d'autres pédagogies. S'il y avait le temps, je pense que j'aurais apprécié d'avoir un petit peu plus d'outils pour pouvoir après chercher moi-même la prononciation et donc me familiariser plus avec l'orthographe qui est utilisée ou la graphie qui est utilisée ailleurs pour pouvoir chercher par moi-même plus de ressources. Mais je comprends bien que ce soit laissé pour la fin et que ça irait très bien dans un module 2 par exemple. Donc on veut un module 2. Alexandre, quant à lui, a suivi plusieurs fois le stage de Johan avec des publics à chaque fois différents, certains qui parlent déjà mandarin, d'autres non. Il ne s'en lasse pas car à chaque fois c'est un peu différent et c'est aussi par la répétition qu'on apprend. Grâce à ces stages, quand Alexandre s'est inscrit en cours de taïwanais à l'université à Taïwan, sa prononciation avait une longueur d'avance sur celle des autres élèves grâce à ses oreilles bien affûtées.
Anne considère également que le stage était une bonne introduction et que maintenant il faut s'entourer de gens qui parlent taïwanais. Elle va désormais ouvrir grand ses oreilles, même si elle ne comprend pas encore grand-chose, pour s'imprégner de la mélodie de la langue. Qu'en est-il pour Lisa ? Donc en fait, ce stage t'a encouragée à t'entraîner avec des Taïwanais, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, j'avais vraiment baissé les bras après, il y a quelques années. Et je m'étais dit, non, taïwanais, c'est trop compliqué, laisse tomber, quoi. Mais là, ça m'a vraiment remotivée. Et depuis, j'essaie de pratiquer un petit peu tous les jours, bon, sauf le lundi où je suis pas sortie de chez moi. Mais sinon, tous les jours, j'ai essayé de pratiquer un petit peu, même en demandant « Bonjour, vous parlez taïwanais ?» Et du coup, est-ce que je peux pratiquer avec vous 5 minutes ? J'ai fait ça, en fait. Et bientôt, tu seras bilingue, alors. Et comme on a dit pendant le stage, « Wa, je suis bilingue !» Et non, je rigole, j'y suis pas encore, pas du tout encore, mais bon, on va s'en approcher petit à petit. Je pense que avec seulement le tiers du programme normal, je trouve qu'on a vraiment beaucoup avancé. J'ai pu avoir quelques discussions, mais bon, c'est aussi parce que j'avais appris un petit peu de taïwanais avant et que je vis à Taïwan depuis longtemps, donc peut-être que pour des apprenants qui n'ont jamais appris le taïwanais avant, peut-être que ce serait pas comme ça, mais en tout cas avec rien qu'un tiers, je trouve que c'est déjà vraiment bien et bon, sans doute que ça aurait permis de consolider tout ça et de continuer à s'entraîner pour le raisonnement, pour le changement de ton. Donc ça, c'est vraiment dommage, mais... c'est vrai que ça demande de l'entraînement. Ouais. Ce serait vraiment génial si on pouvait si on pouvait continuer et finir ce programme. C'est vraiment mon rêve actuellement. Je pense que c'est un rêve partagé. Ouais. Et je veux dire que je suis allée chez Kodak pour faire des photos d'identité aujourd'hui. Et j'ai pratiqué un petit peu avec la dame. Elle était toute contente. Elle m'a raconté des histoires de son enfance ou... une fois qu'elle s'était disputée avec son camarade, elle avait dit « je vais le dire à ma grand-mère » en taïwanais, et elle s'était fait punir. On lui avait dit de se tenir, d'aller au piquet pendant 10 minutes parce qu'elle avait parlé taïwanais. Wow. Donc elle m'a raconté tout de suite ces petites histoires. Elle m'a dit « ah, mon fils parle pas, c'est trop dommage ». Et elle m'a aussi dit que son fils, quand il était... Normalement, il a grandi à Taichung, et ensuite il est allé à Taipei, ils ont déménagé à Taipei. Et les autres parents d'élèves pensaient qu'il avait un problème mental parce qu'il parlait pas. En fait, c'est parce qu'il parlait pas le Guoyu, il parlait pas chinois. Et du coup, sa mère a dit « mais non, il a pas de problème, il parle juste pas chinois. » Donc on a rigolé et puis et elle m'a dit « ah, mais tes tons sont vraiment parfaits. » Oh Alors là, c'était vraiment le compliment... Bon, je pense que le compliment va directement à Johan parce que c'est grâce à lui. Et d'ailleurs, je veux vraiment le remercier parce qu'il est venu nous enseigner comme ça. Il a pris tout son week-end. Il est venu de Kaohsiung ou de Tainan. De Kaohsiung. Enfin, c'est long, quoi. Franchement, c'est beaucoup de reconnaissance pour ce qu'il a fait ce week-end pour nous. Et du coup, c'est ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à ce que j'ai ressenti aussi quand j'ai commencé à apprendre le taïwanais. En fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait tout un pan de Taïwan que je connaissais pas et qui s'est ouvert tout à coup, même si je parlais pas du tout couramment taïwanais, mais en fait, en parlant taïwanais avec des personnes, même en balbutiant, en fait, ils vont te raconter plein d'histoires. Les cœurs s'ouvrent, en fait. Voilà, qui ne te raconteraient jamais juste en parlant mandarin, en fait. Ouais, parce que ça amène des nouveaux sujets. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'est arrivé aujourd'hui, en fait. Bah, du coup, on voit déjà un impact immédiat, finalement. Ah oui, là, ça y est, je suis à fond. Hein. Je vais pas m'arrêter tous les jours. Caillou. Doshia. C'est sur cette bouffée d'enthousiasme que s'achève cette émission. L'aventure de l'apprentissage du taïwanais ne fait que commencer pour nous grâce au premier jalon posé par nous-mêmes et par Johan Goudin et sa méthode silencieuse. Une méthode que vous pouvez tester, même en France, si ça vous intéresse. Je mettrai le lien sur le site internet de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une interview de l'ethnologue Josiane Coquelin. Elle nous avait déjà parlé dans cette émission de la langue Puyuma, l'un des peuples autochtones de Taïwan qui vit dans la région de Taidong. Et cette fois-ci, je l'ai interrogée sur l'organisation traditionnelle de la société Puyuma. Une interview très intéressante à ne pas rater. À mercredi prochain donc.
欢迎来到这，真正好佚佗，风景真美丽。才有善良的老百姓，热情的人情味。来泡茶，吃饱未？你吃饱未？多谢来到这，做伙日来坐。海洋真美丽，才有往来熟客趣味的人情味。来跳舞，来唱歌，咱来唱歌。庙会真闹热，夜市仔人真多，世界拢是充满土地力量，骨力的做事人，传统的热点。国际化的艺术，世界拢是充满在地气味，认真的趁食人，美丽呀，愈美丽，花女弯弯，面仔红红，美丽呀，美不美丽，天涯弯弯，秋缓缓。大伫这，咱的有囡仔，咱拢甲惜命命。虽然热天有风台，三母是做地动，咱要留予啥？因着得着啥？你敢拢不惊？美丽呀，愈美丽，花女弯弯。面仔红红，美丽呀，美不美丽？天甲悬悬，秋缓缓，美丽呀，愈美丽，花女弯弯，面仔红红，美丽呀，美不美丽？天悬悬，秋缓缓，美丽呀，愈美丽，花女弯弯，面仔红红，美丽呀，美不美丽？天悬悬。